Alors, on est avec le chercheur et sociologue Roland Marchal, spécialiste notamment des conflits sur le continent africain. Roland Marchal, qu'est-ce que c'était le régime d'Hissène Habré, un système politique répressif et puis quoi d'autre? C'est à la fois le système de parti unique, en ce sens-là c'est extrêmement daté. C'est un système qui se construit à partir d'un autoritarisme déjà, puisqu'il y a Tomba Mbaye, le premier président, qui évolue assez rapidement vers un régime lui aussi d'abord de parti unique, puis ensuite de répression interne extrêmement forte. Il est renversé par le général Maloum, et ces années d'instabilité permettent à Habré de devenir un N'Djamena, de jouer un rôle politique éminent, et finalement en 1982, après pas mal d'aventures, de prendre le pouvoir. Mais c'est un régime extrêmement répressif, un parti unique, un UNIR, qui porte bien mal son nom, qui va fonctionner comme une véritable police politique, un maillage du pays, et aussi une élimination à la fois de ses proches et de ses ennemis dès lors que ceux-ci peuvent lui faire de l'ombre. Je pense notamment à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Miskin, de la grande communauté Adjaraï, par exemple. C'est un personnage étonnant, on l'a revu tout à l'heure dans son portrait. Hissène Habré s'était d'abord rendu célèbre en enlevant donc cette archéologue française, Françoise Claustre, pendant 3 ans. Oui, alors il est célèbre d'abord parce qu'il arrive jeune étudiant brillant, énarque, et étudiant à Sciences Po de mon université, donc je ne dois pas être très fier. Il arrive donc pétri de bonnes idées, très totalitaire comme le veut un peu cette période, et il enlève cette femme dont l'époux est un cadre important du ministère de la Coopération et également l'un de ceux qui mettra en œuvre au Tchad, si vous voulez, la stratégie politique de contre-insurrection. On était peut-être plus malin à l'époque qu'on ne l'est aujourd'hui dans le traitement de certaines insurrections. Puisqu'on parlait alors du Frolina, et cette réforme administrative qui finalement n'aboutira pas réellement à de vrais changements politiques, mais Madame Claustre subira effectivement cet emprisonnement 3 ans. Roland Marchal, Hissène Habré avait de nombreux soutiens à l'étranger, on l'a vu dans le portrait. Il y avait donc François Mitterrand, mais aussi Ronald Reagan, Ariel Sharon, Saddam Hussein ou encore Mobutu Sese Seko. Comment l'expliquer? Écoutez, il faut revenir à ce que représentait dans cette époque-là, et c'est très intéressant de voir. On est dans une logique d'État, c'est la Libye de Kadhafi, et qui cristallise un peu toutes les peurs et tous les défis géopolitiques dans cette région. Kadhafi allié avec l'Union soviétique, allié avec des groupes radicaux palestiniens, avec certains régimes du Proche et du Moyen-Orient. Et donc c'est l'homme à défaire, l'homme aussi qui a des ambitions sur une partie du Tchad. Et toute la stratégie de Habré qui, de ce point de vue-là, est restée extraordinairement constant, c'est-à-dire ennemi acharné de Kadhafi, sera de capitaliser sur cette hostilité au président libyen et au guide libyen, et de se construire finalement un avenir politique où on joue les Français contre les Américains contre les Français, et bien d'autres, les Irakiens, etc. Et est-ce que c'est la perte du soutien français en 1990 qui lui fait perdre le pouvoir ? Écoutez, les Français l'ont soutenu très tard, et on ne peut pas qualifier M. Mitterrand et ses équipes de visionnaires de ce point de vue-là. Ils ont justifié la violence pendant très longtemps en disant que la construction de l'État pouvait peut-être au Tchad pouvait passer par là. C'est une explication qu'on nous resservira avec Idriss Déby. Et c'est, si vous voulez, à l'automne 1990, donc quelques mois avant la prise de pouvoir d'Idriss Déby, que les choses basculent, avec d'ailleurs beaucoup d'hésitation à Paris. Donc on peut dire que peut-être les Français ont compris qu'il appartenait à une autre période, et que d'une certaine façon, dans l'effondrement de l'Union soviétique, se traduisait aussi à un certain affaiblissement des États de pivot de la région, dont la Libye. Alors, il a été condamné au Sénégal, où il s'était enfui à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. C'est un procès qui a fait date. Pourtant, c'est un procès qui a mis beaucoup de temps à être organisé. On dit que la quête de justice a été difficile et qu'il a fallu toute la détermination, notamment de Reed Brody, cet avocat américain qui était engagé auprès du Human Rights Watch. Il avait, malgré tout, beaucoup de soutien, je crois, au Sénégal,
pour éviter un procès. Oui, enfin, il faut se rappeler que quand il quitte N'Djamena à la toute fin décembre ou même le 1er décembre, quelques heures ou un jour avant l'arrivée d'Idriss Déby, il ne part pas tout seul. Il part avec 3 milliards de francs CFA, qui est constitué à l'époque une fortune, qu'il va utiliser à très bon escient au Sénégal pour rallier des sympathies politiques. On pense aux proches et à M. Abdoulaye Wade, et également des sympathies religieuses, puisqu'il va jouer une certaine carte islamique. Avec les grandes confréries du Sénégal, qui lui vaudront pendant de très nombreuses années une certaine impunité. C'est un stratège, déjà au Tchad et de nouveau au Sénégal, en fait. Oui, sans doute, il savait, et l'argent pouvait sans doute acheter beaucoup. C'est Macky Sall, donc étant élu président contre son mentor Abdoulaye Wade, qui changera un peu les paramètres de ce procès et permettra finalement le jugement et la condamnation. Une arrestation tardive en 2013 et un jugement en 2016. Tout à fait. Et avec de grandes inquiétudes aussi sur les victimes, il faut le dire, qui ont joué un rôle pendant très longtemps, très mobilisé, pas seulement les organisations de droits de l'homme internationales, et aussi un dédommagement, des réparations qui attendent toujours. Oui, et qui vont peut-être attendre encore longtemps avec sa disparition. Merci Roland Marchal d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.